Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va de nouveau parler du 8 mars, de cette journée nationale de la femme, et voir un petit peu aussi comment elles se sont inscrites dans l'histoire, comment elles ont mené des luttes sociales et fait évoluer notre société. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir Corinne Gasp. Bonsoir. Alors, vous êtes conseillère de gestion et également membre d'un syndicat ? Je suis à la fois membre d'un syndicat, je suis conseillère de gestion, et je suis aussi membre d'un parti révolutionnaire, Lutte ouvrière. D'accord. C'est justement Comment définir justement ces femmes qui ont marqué l'histoire par leur lutte ? Vous savez, la journée du 8 mars, c'est une journée d'abord internationale de lutte des femmes. Elle est née en 1910 par des militantes de la social-démocratie allemande, des militantes qui voulaient se battre pour l'égalité, mais aussi pour le droit de vote. Donc elle est née de là. Et en octobre 1917, en février 1917, le 23 février, il y a eu la journée de grève des femmes qui ont quitté leur travail, sont rentrées en grève. Ça a marqué le début de la révolution russe. Et c'est en 1920 que la journée internationale de lutte des femmes est marquée pour le 8 mars. Alors, on a vu, là, on a parlé des femmes en Russie, parce que c'est ça qui va donner aussi cette date du 8 mars, la journée internationale de la femme. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, les femmes sont moins visibles dans les combats ? Je ne peux pas dire que les femmes sont moins visibles dans les combats. On les voit dans les combats. Entre autres, le 4 février, il y a eu quand même des femmes qui étaient en grève. Donc, les femmes, elles sont présentes dans les combats. Les femmes étaient présentes dans les combats en France par différentes grèves. Sur les sardines. Les femmes, elles sont présentes dans toutes les grèves. Elles ont milité aussi pour le droit de vote. Donc, les femmes, elles sont aujourd'hui encore présentes dans les mouvements. J'ai pas dit qu'elles étaient pas, j'ai dit qu'elles étaient moins visibles. C'est-à-dire que c'est la part des personnes. Quand on regarde une manifestation, ce sont souvent les hommes qui s'expriment, le plus souvent. La femme, elle se met toujours un pas derrière. L'émancipation de la femme, elle est réelle, elle prend part au combat, mais pourquoi elle ne le montre pas suffisamment ? Elles le montrent de plus en plus. Elles sont présentes, elles sont visibles de plus en plus. Vous voyez vous-même, dans les mouvements, elles sont de plus en plus présentes. Dans les syndicats, elles sont de plus en plus présentes. Elles sont souvent responsables syndicales, donc elles sont de plus en plus visibles. Maintenant, il y a encore beaucoup de chemin pour que ça de plus en plus, qu'on les voit encore plus. C'est un combat qu'on mène tous les jours pour qu'elles soient visibles. Parce qu'elles existent, elles sont là. Il y a un combat à mener et ça va... Je vais prendre un exemple et ça va sourire sans doute certains leaders de votre syndicat. Combien de femmes... Alors, votre ancien secrétaire général, bien sûr, est décédé. Il va y avoir un renouvellement. Ça vous dirait, vous, demain, d'être chef de file, de dire je vais conduire ce syndicat ? Non. Pourquoi ? Parce que je ne cherche pas à être chef de file. Je suis une militante, une combative. Je serai toujours combative. Mais être chef de file, pour moi, ça n'a pas de sens. Les femmes, on n'a pas besoin de chef de file. On a besoin d'un parti organisationnel avec des femmes, des hommes pour demander l'émancipation de la classe ouvrière qui va conduire de même à l'émancipation de la femme. Mais être chef de file, non. Alors pourquoi quand on regarde, les femmes ont participé à de nombreux combats, a été vraiment présente, vous êtes présente dans les manifestations, vous organisez la logistique, sans vous, les hommes seraient perdus. Ça, c'est une réalité. Mais pourquoi vous n'êtes pas devant quelque part ? Moi, je ne parle que pour moi. Moi, je ne veux pas l'être, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord que les femmes le soient. Ouais. Et peut-être que d'autres femmes veulent devenir secrétaire générale. Ouais.
Maintenant, il faut que ce soit des femmes combatives et militantes. Hein. Je ne veux pas dire que les femmes ne veulent pas le faire. Vous pensez que vous n'avez pas le profil pour être un chef de file ou une chef de file? Non. Non? C'est pas que je n'ai pas le profil, c'est que je n'en ai pas envie. C'est pas pareil. D'accord. On peut avoir le profil, mais j'ai d'autres objectifs qui est l'organisation des travailleurs. Alors, justement, à votre niveau, quand s'organise un rendez-vous, une manifestation, quand il faut aller dans la rue, quelle est votre part à vous dans la préparation? Je suis là où on a besoin de moi. Je suis dans l'organisation, avec les filles, avec les hommes qui sont présents. Voilà, je suis présente dès le début de l'organisation jusqu'à les manifestations. Voilà, Et pendant la manifestation, au moment du départ jusqu'à... souvent, vous partez du jardin de l'État pour aller à la préfecture. Comment se manifeste la présence de la femme dans la manifestation pour justement porter les messages de lutte? Par nos slogans, par nos chants, on est derrière les banderoles, on est là. Le 4 février, il y avait des femmes derrière leur propre banderole et beaucoup de femmes, elles étaient présentes, elles étaient visibles. Aujourd'hui, alors, ça fait combien de temps que vous êtes dans le syndicat? Oh, une vingtaine d'années. Alors, c'est en 20 ans. Est-ce que la place de la femme dans le syndicalisme à La Réunion, est-ce que cette place a évolué? Est-ce que la femme est de plus en plus présente dans les manifestations? Et est-ce qu'elle est de plus en plus présente dans la prise de décision au sein du syndicat? Mais bien sûr que oui. Il y a eu beaucoup d'évolutions. On a de plus en plus de femmes qui sont présentes dans les réunions, dans la CE ou dans les partis. Elles sont présentes, les femmes. Oui, il y en a de plus en plus, oui. Alors, qu'est-ce qui explique, encore une fois, et je vais revenir à ça, qu'elles soient moins visibles? Parce que on voit, et si je fais un petit peu la genèse depuis Bruni-Payette, il y a eu Bruni-Payette, il y a eu, j'ai oublié son nom, Monsieur Lépinay, il y a eu, bien sûr, Monsieur Waro. La femme, on en a vu deux ou trois sur ces laps de temps où, pourtant, elle est présente. Ça, j'en suis conscient. Je veux dire, vous vous battez, vous apportez votre part à ces luttes sociales. Mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il y a besoin d'être un peu plus présente dans les médias, dans la télé, de montrer que la femme est là? Mais ça arrive, hein, ça vient. Il y a de plus en plus de femmes qui sont présentes dans les médias, qui parlent de leur combat, de leur lutte de tous les jours. Maintenant, si vous parlez de secrétaire général, je laisse les femmes répondre à ma place. Celles qui veulent être... moi, je pense à la démocratie. Celles qui veulent être élues secrétaire général d'un syndicat. D'ailleurs, ça existe dans les syndicats ou dans les fédérations. Elles le feront. Alors, en 20 ans, au sein du syndicat CGTR, comment a évolué la place de la femme? Qu'est-ce qui a changé? Comment ça a changé? Elle est plus présente, elle prend plus sa parole, elle prend plus de responsabilités. Vous savez, les femmes, elles sont présentes dans tous les corps de métier. Elles sont nombreuses dans les supermarchés, souvent payées à coup de lance-pierre, avec des temps partiels imposés. Elles sont présentes dans les nettoyages, dans les AESH, les AVSH, les aides-soignantes, les infirmières. Donc, elles sont présentes dans tous ces corps de métier. Elles se représentent dans tous leurs syndicats et elles sont présentes dans tous les mouvements de grève. Donc, moi, je vois pas Elles sont présentes, les femmes, elles sont présentes. Je dis pas qu'elles sont pas présentes. Encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est que en termes de visibilité médiatique, en tant que chef de file, c'est juste là-dessus que je pose la question. Que la femme soit présente, on le voit. Elle est présente à la maison, elle est présente au travail, elle est présente dans les luttes. On l'a vu aussi dans la Deuxième Guerre mondiale. Les femmes ont participé à la résistance. Il y a eu un réseau de femmes qui ont participé au combat contre les Allemands. Ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une place
une autre place que vous revendiquez? D'abord, je voulais vous dire aussi que la première candidate femme présidentielle, ça a été quand même Arlette Laguiller. Oui, donc c'est vrai. c'est très important de ne pas C'est oublier. Hein. Ça veut dire que ça date des années 70 quand même. Oui, tout à fait. Donc dire qu'elles ne sont pas visibles, si elles le sont. Et Nathalie Arthaud a bien repris le flambeau. Et quand Là, on parle de lutte ouvrière. Je parle de lutte ouvrière parce que vous D'accord. parlez des femmes militantes. Ce Ouais. sont des militantes. Donc au sein du syndicat, oui, il y a quand même des femmes qui passent à la télé, qui passent à la radio pour défendre leur structure. Hein. Non, elles sont visibles. Hein. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a encore à revendiquer? Ben, vous savez, on est bien, bien loin d'avoir atteint l'égalité. Bien loin. Et les femmes, elles sont quand même les personnes les plus vulnérables dans cette société, les moins bien payées, comme je vous ai dit. Elles sont moins bien payées que les hommes. Elles ont des métiers à temps partiel. Souvent, elles sont victimes de sexisme. Elles sont victimes, par exemple, regardez dans les pays d'Orient, où elles sont couvertes de la tête aux pieds. C'est du sexisme. Donc il y a encore un combat à mener, déjà même pour l'IVG. Vous voyez vous-même, les plannings familiaux ferment, et souvent des fois elles sont confrontées à des problèmes d'interruption de grossesse. Le combat des femmes est loin d'être arrivé à terme. Il y a encore beaucoup de combats. Alors comment vous, à votre niveau déjà, au sein de votre syndicat, comment vous allez mener les combats à venir? Comment vous allez faire pour vous dire, voilà les droits auxquels on a droit aujourd'hui? Déjà, continuer à militer pour demander une égalité des salaires. Une égalité de salaire. Militer contre le sexisme, contre les violences faites aux femmes. Militer aussi pour l'égalité. L'égalité tout court. Et militer, c'est organiser les travailleurs, mais pas seulement les femmes. Parce que l'émancipation de la classe de la femme, c'est avant tout l'émancipation de la classe ouvrière, tout entière. Alors, cette classe ouvrière, aujourd'hui, de par le fait que les entreprises sont de moins en moins nombreuses, qu'elles sont de plus en plus en difficulté, surtout avec le Covid, là, on le voit en Corée du Sud, la perte d'emploi a touché plus les femmes que les hommes. On voit que là, ce n'est pas simple, déjà d'une part, pour la classe ouvrière dans son ensemble, et ça doit être un peu plus difficile pour les femmes. À chaque période de régression, à chaque période, il y a eu une montée du chômage, après la guerre. Il y a toujours eu... la répercussion était plus forte pour la femme. Elle était plus difficile pour la femme, c'est vrai. On a toujours des remises en cause. Dans les périodes, par exemple, en Italie, où après la guerre, les hommes arrivaient, voulaient du travail, ils disaient « femmes, à vos ménages ». Voilà, ça a toujours été plus difficile dans les moments de régression. Et c'est pour ça que la lutte, elle doit être encore plus forte. Elle doit être encore plus forte, mais elle ne se fera pas qu'avec des femmes. Elle se fera avec l'ensemble de la classe ouvrière. Alors, est-ce que les hommes de cette classe ouvrière sont d'accord sur cette posture-là et d'accord avec vous pour que ce combat-là soit le combat de toute la classe ouvrière et pas seulement des femmes? Je dirais que oui. Lorsque les femmes ont mené des combats, elles l'ont pas eu toutes seules. Elles l'ont eu aussi avec les hommes. Que ce soit le droit de vote, le droit à l'IVG. Tous les combats ont été menés non pas seulement avec les femmes. Hein. Donc oui, je pense que la classe ouvrière a tout à gagner. C'est une classe ouvrière à 50% d'hommes, 50% de femmes. Elle a tout à gagner à l'émancipation, à son émancipation. Ça qui veut dire qu'aujourd'hui, le travail, la bataille pour le travail, pour l'emploi, ça peut être un élément, une raison d'être ensemble, hommes-femmes, pour faire avancer la société? Bien sûr que oui. La classe ouvrière dans son ensemble a intérêt d'être unie. Femmes, hommes, étrangers, tous ensemble. Contre la classe capitaliste, l'ennemi n'est pas dans le genre. L'ennemi, c'est la classe capitaliste, ceux qui se goinfrent avec l'argent public. C'est eux l'ennemi. Alors, comment changer ça? Que ce soit homme-femme ou femme ou femme,
comment faire en sorte pour que ce combat respecte d'une part l'égalité, mais aussi permet que la femme trouve une place qu'elle cherche depuis un moment déjà. Je ne dirais pas qu'elle trouve une place. Elle a sa place. D'accord. Elle doit se battre pour sa place. Elle a autant sa place que l'homme. Ouais. Je dirais juste que c'est une question d'organisation. Lorsque la classe ouvrière est organisée, elle est politisée autour de lutte contre le salariat déjà, l'émancipation de la classe ouvrière, c'est une question d'organisation politique. Il faut une organisation hommes, femmes unis pour lutter contre ce système capitaliste et mettre en place un vrai système qui offre le plein emploi. Quand même, quand vous regardez l'évolution depuis 30 ans, l'homme n'a pas vraiment concédé le terrain volontairement à la femme. C'est la loi qui a permis à la femme d'être présente dans les conseils municipaux, d'être présente au conseil départemental, à égalité, pareil à la région. On n'a pas trouvé des hommes avec suffisamment d'envie et de respect peut-être, de dire la femme mérite la même place que moi. Cette place-là, vous allez devoir aussi continuer à vous battre pour l'avoir. À lutte ouvrière, Ouais. on n'a pas du tout attendu les lois pour parler d'égalité. On a toujours fonctionné avec les hommes et les femmes. Oui, il faut lutter. Pour certains, il faudra lutter. Mais la loi n'a rien fait. C'est les luttes des femmes dans cette société machiste qui a permis aux femmes d'avoir leur place, enfin, de prendre une place importante dans le militantisme. Mais ça a toujours existé. Hein. Les femmes, elles ont toujours milité, elles ont toujours lutté. Elle n'a pas à avoir une place spéciale. C'est 50% de la classe ouvrière quand même. C'est vrai, la femme a toujours lutté. Et c'est vrai, on ne se rend pas compte à quel point la femme a pris une place importante dans les luttes sociales qui ont été menées, que ce soit en Europe ou ailleurs. Mais ça vous gêne pas de voir quelle place, petite place on lui laisse dans le pouvoir? Je ne parlerai pas de place qu'on lui laisse. Je parlerai plutôt de place à prendre. Vous parlez de place dans le syndicat, dans le parti. Non, là, je parle de pouvoir. De pouvoir. Le pouvoir de décision. Par exemple, il n'y a pas eu de chef d'État femme en France, que ce soit aux États-Unis. C'est pas... La femme, pourtant, elle est présente, elle se bat. Et même quand on regarde, que ce soit dans les pays dits socialistes, communistes, c'est pas évident. Il y a une tradition masculine du pouvoir. On est dans une société machiste. Vous oubliez qu'on est dans une société machiste. On n'est pas dans une société égalitaire. On n'est pas dans une société où la femme, comme ça, c'est une société... C'est une autre société pour laquelle on milite. Après, je vous répondrai sur femme d'État. Vous auriez préféré avoir une Marine Le Pen parce que c'est une femme, vous ? Je ne vais pas répondre à la question parce que je ne vais pas mettre une position politique. Mais la question, c'est vrai aussi que le genre est important. Mais malgré tout, il va falloir à un moment donné que vous répondiez à la question que est-ce que le pouvoir va aux femmes? Est-ce que la femme peut avoir le pouvoir? Est-ce qu'il peut y avoir une présidente de la République française femme? Cette question-là, elle est là aussi. Vous savez, il y a eu Margaret Thatcher en tant que en Angleterre, c'était une femme. Ça ne veut pas dire qu'elle était aux côtés des travailleurs, ça ne veut pas dire qu'elle a mené les luttes pour les travailleurs. Donc oui, tout est possible, hein, mais ce soit une femme. Si elle milite dans le camp de la classe capitaliste, ça ne changera rien pour la classe ouvrière, ça ne changera encore moins rien pour les femmes. Vous avez raison sur cette posture-là, il n'y a pas de souci. Mais j'allais dire que Margaret Thatcher a marqué son passage en Angleterre, au Royaume-Uni et en Europe avec cette posture très libérale de l'économie et du marché. C'est clair. Mais malgré tout, reconnaissons quand même qu'elle a marqué son empreinte en tant que femme et en tant que
chef d'État. Pour moi, celle qui a marqué le plus son empreinte, c'est Louise Michel. Ce n'est pas Margaret Thatcher. Je parle de Louise Michel pendant la Commune de Paris. Alors, quelle époque? Parce qu'on va quand même situer la date. 1871. D'accord, donc on était dans la Révolution alors. Oui. On arrive vers la Révolution. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame? Elle a été quand même communarde. Elle a quand même lutté pour les communards. Elle était... Donc pour dire que les travailleurs ils peuvent prendre le pouvoir, les travailleurs peuvent diriger la société mieux encore que les capitalistes. Encore une meilleure société, elle peut le faire. Voilà. D'accord. En tout cas, il y a une chose qui est vraie, c'est que le sexe, c'est pas le sexe qui va définir. En tout cas, vous restez sur le fait que ce qui est important, c'est la lutte pour la classe ouvrière. Exactement. La lutte pour la classe ouvrière va amener l'émancipation des femmes. Et pour la femme, est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez, peut-être pas de ce 8 mars, mais pour les semaines et les années à venir, les semaines, les mois et les années à venir, qu'est-ce qu'il faudrait que la femme fasse pour qu'elle évolue et qu'elle pèse un peu plus sur les décisions pour justement cette classe ouvrière? Je ne m'inquiète pas, elles le feront très bien, les femmes, elles viendront très bien à lutter et à continuer à lutter. Donc je ne m'inquiète pas, je n'ai pas de conseils, je sais très bien que les femmes savent faire. D'accord, merci Corinne Gaspe pour cette restez là, cet échange de conseillère en gestion. Vous êtes également syndicaliste, militante syndicaliste. En tout cas, la position, on l'a plus ou moins, je dirais, vue et voir que finalement, et là c'est ça qui est important, c'est pas du sexisme, mais en tout cas, c'est vrai que qu'importe le sexe, l'essentiel, c'est que les bonnes décisions soient prises. En tout cas, merci. Alors, on va regarder plutôt la position de 2 lycéennes sur l'égalité homme-femme. On se retrouve juste après. Pourquoi pour vous cette idéologie de ce que les gens se font de la femme et de l'homme est absolument à revoir? Parce que en fait, le problème de cette idéologie qu'on fait des hommes et des femmes, c'est que ça crée beaucoup de complexes et de problèmes chez les jeunes, par exemple. Les jeunes sont les plus touchés, c'est l'exemple le plus concret qu'on peut avoir, que beaucoup de jeunes sont complexés, osent pas s'afficher, osent pas se cachent parce qu'ils ont peur des critiques, ils ont peur d'être jugés en permanence, et tout ça à cause justement de cette idéologie qu'on fait, parce qu'ils sont différents de l'image qu'on donne d'une femme ou d'un homme en société. Ils se sentent différents et donc rejetés, et ça c'est un problème. Aujourd'hui, quel regard justement vous portez sur cette société, vous en tant que jeune? Moi en tant que jeune, je trouve qu'elle est problématique, cette société. Parce que pour nous, qui sommes donc du coup l'avenir de la société, justement, pour nous c'est un problème, parce que en fait, si on grandit dans le complexe, ou même dans cette idée que nous devons être parfaits ou parfaites, c'est un problème, parce que du coup nous allons l'enseigner à nos enfants et aux futurs enfants, et du coup le problème va perpétuer encore et encore et encore, et va s'étendre même peut-être. Alors, dans ce cadre scolaire du lycée Saint-Paul IV, comment vous et vos copains, vous pouvez commencer déjà ce travail, et quelles sont les petites choses que vous pouvez changer déjà dans votre environnement? Déjà, je pense que le lycée Saint-Paul IV, il est déjà bien, parce qu'en fait, il n'y a pas tant que ça de problème, on va dire. J'ai pas vraiment vu de harcèlement qu'il y avait envers certaines personnes, quoi. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est justement normaliser le fait que du coup une fille a peut-être des rondeurs, un homme a peut-être des rondeurs, une fille a ceci, une fille a cela. Vraiment normaliser le corps en général. Chacun a un corps différent, et ça, c'est vraiment l'appui sur lequel on doit vraiment mettre l'accent. L'accent, voilà, c'est ça. Il faut vraiment qu'on explique bien qu'un corps est parfait selon ce qu'on pense. Genre, c'est vraiment selon dans notre tête comment on pense qu'un corps est parfait. C'est comme ça, il n'y a pas de elle doit être mince, elle doit être ceci, elle doit être cela. Chacun a ses propres idées de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de ce qu'il trouve beau, de ce qu'il ne trouve pas beau. Et c'est comme ça, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de truc
d'idées propres, quoi. Comment vous allez faire justement pour différencier l'exigence de l'excellence, on veut toujours évoluer et être meilleur, et l'aspect, j'allais dire, vicieux du comportement où on dénigre. C'est-à-dire que lorsque vous regardez quelqu'un, vous dites qu'à la rigueur, ça serait bien si elle est habillée différemment. Pas pour la critiquer, mais parce que vous voyez ça comme quelque chose de positif. Comment faire la différence entre les deux ? Alors, il y a l'aspect, déjà, si c'est justement sur le ton de la méchanceté ou de la gentillesse qui est, je te dis ça pour t'aider. Et si la personne ne veut pas de ce conseil... En fait, voilà, il y a la forme de conseil et la forme de critique. Il faut bien faire la différence entre les deux. Lorsqu'on donne un conseil, c'est gentil et c'est généralement pour aider la personne à évoluer, à être plus belle comme elle le veut, quoi. Mais par contre, quand c'est méchant, ça va plus être... généralement, on prend l'exemple d'un groupe qui va harceler une seule et même personne. Là, ça va être de la méchanceté parce que du coup, ils vont faire ça pour la rabaisser. Alors qu'un conseil va être fait pour aider la personne à s'élever. Quel est votre avis et quelle est votre opinion sur les stéréotypes entre filles et garçons ? Je pense que ces stéréotypes, quoi qu'on en dise aujourd'hui, c'est encore très présent. Et c'est là où c'est insidieux parce que c'est présent dans l'inconscient en fait. On pense que les choses évoluent, et c'est le cas, elles évoluent. Mais il y a toujours des petites remarques, des petits réflexes. Par exemple, aujourd'hui, même au lycée, on a des toilettes roses pour les filles et bleues pour les garçons. Et ce genre de choses, mine de rien, surtout dans l'enfance, ça préconditionne les gens pour que même s'ils évoluent, ils aient toujours ça en tête d'une certaine manière. Par exemple, l'idée de garçon manqué pour les enfants, une petite fille qui court, qui fait du sport, on lui dit t'es un garçon manqué comme si elle avait raté sa féminité. Un garçon qui pleure ou qui est calme ou qui est réservé, on va lui dire lui il est un peu comme une fille, il est pas très masculin, c'est une fillette. Et je pense que mine de rien, malheureusement ces stéréotypes sont toujours présents et il faut pas l'oublier, il faut bien en avoir conscience si on veut pouvoir les faire évoluer. Comment la jeune adolescente que vous êtes voudrait faire évoluer l'image de la femme aujourd'hui ? Je pense que déjà ça passe par soi-même. Enfin, faut faire un travail déjà sur soi-même pour pouvoir se battre et avancer ses idéaux. En gros, faut pas rester en arrière en se disant c'est les autres qui vont le faire. Faut pouvoir s'exprimer là-dessus, par exemple comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait un débat justement sur l'égalité homme-fille. Je pense que c'est aussi une bonne idée, une manière de sensibiliser déjà les jeunes à ces problématiques-là, pour qu'ils puissent se battre pour et avoir conscience qu'il y a des problèmes encore à résoudre. Aujourd'hui, à votre âge et dans votre environnement, dans la cour du lycée Saint-Paul IV, quelles sont les petites choses qu'il faudrait faire évoluer et que vous, en tant qu'élève, avec vos copains garçons et filles, vous pouvez faire évoluer ? Nous, ici, dans notre lycée, de mon expérience personnelle, je trouve qu'on a la chance de ne pas sentir tant de différenciation filles-garçons que ça, tant de sexisme, même s'il y a toujours des petites remarques, il y a bien sûr, comme je vous ai dit, certains problèmes avec les installations. Mais je pense que de manière générale, juste dans les discussions, la manière dont on en parle avec ses amis, c'est quelque chose d'important quand même parce que c'est une part importante de la socialisation. Et en tant que jeune, c'est rien quand on en parle avec ses potes de soulever le problème et de pointer du doigt certaines remarques qu'ils font et qui sont déplacées, mais c'est quand même un grand pas. Pour vous, quel va être le stéréotype pour lequel vous allez vous battre pour faire évoluer, pour changer ? Le fait que la femme soit inférieure à... Non, le fait que, de manière générale, une femme soit inférieure à l'homme parce qu'elle n'a pas le même corps. Elle n'a pas les mêmes capacités physiques et mentales. C'était purement... Enfin, il y a des choses qui sont vraies dedans, mais ça n'inclut pas le fait qu'une femme n'ait pas à avoir les mêmes droits.